Culté par Binge Audio. Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ta race, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Comme vous le savez, dans Kiffe ta race, nous parlons sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de blancs, de musulmans, de juifs. Une des caractéristiques du racisme réside dans l'effacement. Effacement de nos mémoires et de nos histoires. Ainsi, seul le récit dominant s'inscrit dans l'imaginaire collectif quand les voix des personnes minorées sont comprimées par la relégation et dans l'impossibilité d'exister dans l'espace public en endossant une humanité complexe. Les générations qui ont immigré en France pour occuper les classes sociales les plus défavorisées sont rarement décrites comme prenant une part active à la vie de notre pays alors qu'elles le construisent quotidiennement de leurs mains. Que dire à nos enfants et aux jeunes générations au sujet de nos parents quand leur parcours, leurs histoires ont été gommées ? Pour répondre à cette question, nous recevons Aya Sissoko. Salut. Bonjour Aya. Bonjour. Alors ta trajectoire est assez hors du commun. Tu es ancienne boxeuse, tu as triomphé sur les rings du monde plusieurs fois. Tu es romancière aussi à succès et comédienne. Ton dernier livre, Au nom de tous les tiens, vient de paraître aux éditions du Seuil. C'est ça. Alors Aya, bienvenue dans Kiffe ta race. Tu le sais peut-être, nous avons un rituel. Nous demandons à nos invités s'ils ou elles se situent sur le plan racial. Par exemple, Grace est perçue comme une femme asiatique en France et moi je suis perçue comme une femme noire. Toi Aya, est-ce que tu te définis et si oui, comment ? Comme une femme noire et fière de l'être. C'est très bien. C'est très bien et c'est très clair. Et est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as pris conscience de cette condition ? Bah oui, j'en ai pris conscience, très tôt, précocement. Et c'est vrai que je reviens aussi justement sur cette prise de conscience, dans le livre, où je dis effectivement que, j'ai voulu être blanche. J'ai eu honte de ma mère parce qu'elle n'était pas ses autres et qu'elle n'avait que sa force de travail. À vendre. Les gens n'ont pas conscience effectivement justement de ce que fait le racisme. Ce que produit le racisme, que ce soit dans nos corps, dans notre tête effectivement, et que justement les enfants en ont conscience très 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 précocement, et que en fait il est inacceptable effectivement que les nôtres, que nos enfants grandissent justement dans la détestation de ce qu'ils sont. Donc voilà, les émissions comme les vôtres sont plus qu'utiles et elles sont primordiales. Merci. Pour que l'on grandisse avec une estime de nous-mêmes au top quoi. Il n'y a pas un événement particulier qui a déclenché justement ce sentiment en tout cas cette envie de devenir blanche, ou c'est vraiment quelque chose de diffus ? En fait, c'est quelque chose qui est diffus. Je vais prendre par exemple cet événement, effectivement, ces parents qui nous disaient continuellement, on n'est pas ces autres, hein. Méfiez-vous d'eux, ils ne sont pas comme nous. Et c'est vrai que le fait effectivement d'habiter dans un immeuble majoritairement habité de noirs, hein, et que les seuls blancs qui y habitaient, nous faisaient peur, hein. En tout cas faisaient peur à nos parents, leur disant méfiez-vous d'eux. Déjà, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, à l'âge de 4-5 ans. Ensuite, il y a eu aussi l'expérience, justement, de l'école. Où, on était 2 enfants racisés, en tout cas, dans mes souvenirs à l'époque. Donc, Rabat, dont les parents étaient algériens et pauvres. Et donc, moi, une femme noire et pauvre. Et donc, le fait que l'instituteur, faisait comme si nous n'existions pas. Et d'ailleurs, il a été même surpris à la fin de l'année que je sache lire. Parce que... C'est quand même censé être sa mission. Oui, mais parce qu'aussi on grandit, justement, alors je ne fais bien évidemment pas une généralité parce que j'ai rencontré des instituteurs, des professeurs au long de ma scolarité qui ont été formidables. Et ça, j'ai envie de le souligner. Moi, c'est surtout l'institution, finalement, la production du racisme par l'institution qui m'intéresse. Et donc, oui, les individus, n'échappent pas justement à cette représentation que, des enfants, en tout cas, surtout à notre époque, des enfants nés dans une classe laborieuse de parents noirs et analphabètes, finalement, s'ils échouent, c'est quelque chose de normal. Et donc voilà, on a occupé, on était au dernier rang pendant toute l'année.
Et finalement, ça préoccupait personne à partir du moment où on ne perturbait pas la classe. Donc tu publies ton nouveau livre qui s'inscrit dans une trilogie. Après Dambé et Nba, Au nom de tous les tiens sonne la fin d'un triptyque axé sur ta biographie. Quel est le sens de cette démarche globale ? Cette démarche globale, c'est aussi dire que j'ai vieilli, que j'ai évolué, que la construction, en fait, apprendre, ça prend du temps, que se déconstruire, ça prend du temps. Et voilà, il y avait aussi cette nécessité finalement de recontextualiser tout ça. Donc c'est-à-dire que je suis très très fière de chacun des livres que j'ai écrit ou coécrit. Mais voilà, les choses ont changé, les choses ont évolué, j'ai beaucoup appris. Donc j'ai appris effectivement que voilà, ce qu'était le racisme structurel, comment il s'organisait, comment il se diffusait. J'ai aussi appris l'histoire et le fait d'être allée sur le terrain, parce que moi aussi ça a été une véritable prise de conscience. Je me suis rendu compte que les choses avaient peu changé, malgré les discours qui nous disent mais non, vous voyez bien que la société n'est plus tout à fait la même. En fait non, c'est-à-dire que des enfants vivent les mêmes expériences que moi 30 ans après. Quand tu dis que tu as changé entre ta première publication et la dernière et que tu as découvert la question du racisme structurel, c'est que cette question-là était moins présente dans tes premiers écrits ? Tu l'as formulée différemment ? J'en prends vraiment conscience aussi sur le tard, c'est-à-dire que les livres sont éminemment politiques. Parce que déjà, juste donner le titre d'Ambé à un livre qui est publié dans une maison d'édition française, c'est déjà politique. Choisir comme personnages principaux une famille noire dont les parents sont originaires du Mali et dont les enfants sont français, c'est déjà politique. Alors, n'en parlons pas pour Dambé où je fais le choix justement de mêler le bambara et le français. Mais il n'empêche effectivement que la conscience politique n'était pas aussi aiguisée, si je puis dire. Et là, c'est véritablement dire que le racisme est prégnant dans la société française, qu'elle structure finalement nos vies de la naissance jusqu'à notre mort, et que vous pouvez continuer à nier. Nous, on sait parce qu'on le vit dans notre chair, on le vit au quotidien, et que nos histoires, en fait, c'est ça, quoi. C'est ça, c'est des morts prématurées. Ce livre, tu le rédiges à la première personne, à destination de quelqu'un. C'est dans l'optique de transmettre à ton enfant, qui est une fille. Et dans ce livre, tu écris et tu balayes, comme tu dis, comme tu parles d'une conscience politique, tu balayes vraiment de manière assez, on va dire, exhaustive, même si on ne peut pas être exhaustive, mais il y a énormément de sujets que tu touches du doigt d'une façon, d'une écriture à la fois légère et profonde. Donc je trouve ça extrêmement beau. Et dans cette optique de transmettre donc à cet enfant. Et puis je dois dire aussi que tu as sûrement beaucoup de punch, Aya, mais là il y a de la punchline dans tout le bouquin. Il y a notamment cette phrase « Tu n'es pas l'enfant de rien ni de personne » qui revient beaucoup de fois. Et donc ça, c'était important pour toi de après t'être centré sur ta propre vie et ton passé, de donner ça à ton enfant. Parce que pour moi, c'est primordial, le fait finalement que l'histoire, en fait, des miens, en fait, ne se perde pas. Ma vie, mon frère et moi, en fait, est jalonnée justement de disparitions, de drames, etc. Et donc le fait que de faire perdurer justement cette mémoire, les circonstances dans lesquelles, ces hommes, ces femmes, ces enfants sont morts, et pour moi quelque chose de primordial parce que ça témoigne en fait aussi d'une histoire de France, de cette histoire qui lie justement, le Mali, donc une ancienne colonie, et la France. Ça témoigne aussi justement en fait de ces violences institutionnelles dans le sens où il a fallu quasiment 10 ans pour que la justice reconnaisse ma mère comme une victime d'un incendie criminel. Je veux dire, ce sont des gens qui ont mis le feu dans un immeuble et pourtant il lui faut 10 ans justement pour obtenir justice. Et ça témoigne aussi de ce statu quo. Moi, je suis fatiguée au fait de voir que ces douleurs, ces souffrances continuent à perdurer encore aujourd'hui. Et puis ce qui est aussi au fait intéressant de dire, c'est qu'il y a des mécanismes au fait qui sont constants. Au fait, on disqualifie les groupes racisés toujours de la même manière, qu'il y a des éléments de langage qui reviennent.
Et ça, en fait, c'était hyper important de le dire. Moi, j'étais très étonnée pendant l'écriture et pendant mes recherches de me rendre compte, par exemple, que... alors, parce que c'est vrai que ma fille aussi a une particularité, c'est qu'elle a un père qui a des origines juives. Et donc, je raconte justement les deux pans, justement, de cette identité chez elle. Mais c'est vrai qu'à l'époque, déjà, pour justifier effectivement l'extermination des Juifs, on parlait de menaces bolchevistes. Et actuellement, on parle d'islamo-gauchisme. À l'époque, on parlait... je veux dire, il y a eu toute une série de politiques qui ont permis effectivement de stigmatiser et d'exclure en fait finalement les Juifs de la société, en fait d'en faire des parias au sein de la société. Et actuellement aussi, il y a toute une série de lois justement qui touchent justement les populations musulmanes, etc. Et donc, c'était aussi dire que, en fait, l'histoire, est constante et que justement les leviers aussi de discrimination sont les mêmes qui sont utilisés aujourd'hui. Donc, voilà, le temps, voilà, c'est vraiment cette expression Bambara qui dit le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Il va falloir que l'on puise justement dans ce passé pour construire aujourd'hui et réparer demain. Et prévoir, et construire demain. Et dans ton livre, tu dis, ça fait écho à ce que tu disais quand tu te présentais tout à l'heure, je porte encore la douleur d'avoir mal aimé ma mère, pas comme j'aurais dû. Et tu parles de la honte que tu as éprouvée à son égard. Est-ce que tu peux nous dire d'où venait cette honte et ce que l'écriture de ton précédent livre, Nba, c'est un nom qui signifie ma mère en bambara, a réparé? En fait, moi, c'est vrai que j'écris toujours dans l'urgence, c'est-à-dire que, j'écris peu, mais quand j'écris, c'est parce que faut que ça sorte. Et Mba, en fait, aussi, je l'écris parce que je venais de perdre ma mère et qu'il était important, justement, de mettre sur papier avant que, la mémoire me fasse défaut. Et oui, en fait, j'ai mal aimé ma mère parce que justement, la société fait qu'on a honte de nos parents. En fait, ce sont des personnes qui sont totalement invisibilisées et qui sont même stigmatisées. À l'époque, c'était, vas-y, ta mère, elle parle même pas français. T'as vu comment elle est habillée. Tu vois, même l'odeur d'encens, effectivement, était mal vue, tu vois. Et d'ailleurs, c'est une représentation en fait qui a été reprise justement par une actrice célèbre, qui nous parlait de l'odeur d'encens que ces femmes baladent sur leur passage. Et puis le fait, oui, que ma mère ne parle pas français, effectivement, et que je me retrouve justement dans des positions où j'étais le témoin des humiliations qu'elle subissait, dans les institutions publiques. Tous ces agents qui parlent mal. Et donc, le premier réflexe qui a été le mien, finalement, plutôt que de la soutenir, ça a été de prendre mes distances avec elle en disant, oui, mais moi, je suis pas comme elle. Et avec le recul, oui, c'est quelque chose, au fait, que j'ai du mal à digérer. Parce que j'ai mal aimé ma mère, même si effectivement, le temps a fait que ça a été que j'ai pris conscience effectivement de tout ce qu'elle avait fait, parce que c'est complètement dingue, au fait, ce que cette femme a réussi à faire. Dans un laps de temps, en fait, aussi court. Mais oui, la société française fait qu'on a honte de nos parents. Ouais, et que ça vient pas de toi, mais ça vient de tous les signaux qu'on t'envoie pour que tu te dissocies au maximum de l'image qu'elle représente. Le principe d'assimilation, c'est quoi ? C'est effectivement adopter, les codes, adopter la France et faire fi, justement, de cet héritage qui est celui de nos parents. Mais c'est d'une violence inouïe, ce qu'on demande à des enfants. J'aime bien cette anecdote dans le livre, justement, quand tu parles des interventions en milieu scolaire que tu as pu faire et que tu es face à une classe d'enfants dans laquelle tu te retrouves. Tu vois ces visages et tu as l'impression d'avoir été à leur place. Ils sont même surpris que tu sois auprès d'eux parce qu'ils te disent... On pensait que vous ne viendriez pas, madame, parce qu'on habite peut-être loin de la cité. Et tu fais ce parallèle entre leurs parents et des héros, des héroïnes grecques, des personnes qui ont quitté, qui sont parties en exil pour conquérir le monde ou bien pour trouver une meilleure destinée. Et ensuite, tu racontes comment les yeux de cette petite fille à qui tu le dis s'éclairent, en fait, parce qu'elle a réussi...
elle comprend ce que tu veux dire et elle comprend le chemin que parcourent ses parents qui continuent à le faire d'ailleurs, je pense, à se battre. Et ça fait tilt parce que personne n'avait fait ce parallèle-là peut-être dans leur vie. Et... En fait, ouais, ça a été une après-midi au fait qui était même complètement dingue. En fait, ce qui est formidable avec les enfants, c'est qu'ils t'obligent continuellement justement à trouver des réponses. En fait, les questions sont tellement spontanées que parfois tu te trouves toi très rapidement déstabilisé. Et pourtant, j'ai vu plusieurs, depuis la sortie de Dambé, je suis allée à la rencontre de plusieurs milliers d'enfants, en fait. Et là, ouais, cette jeune fille, au fait, qui rumine. Parce que je dis effectivement que nos parents sont des héros et des héroïnes. Et je la vois ruminer. Instinctivement, je sais, au fait, qu'elle n'est pas d'accord avec ce discours. Et donc voilà, il a fallu prendre le parallèle des héros grecs parce que je me suis dit ça doit être au programme scolaire, donc ils ont déjà dû étudier la mythologie. Et voilà, juste le fait justement de déplacer le curseur. En fait, ça a été magique, c'est-à-dire qu'on a tous failli chialer ce jour-là, que ce soit la prof ou moi-même, parce que justement la voir tout d'un coup les larmes aux yeux et qui commence à prendre conscience effectivement que l'histoire peut être racontée autrement, que ses parents sont des gens effectivement qui sont héroïques dans leur parcours et dans ce qu'ils réalisent au quotidien. Et là, ouais, ça a été ouf, quoi. Ouais. Tu dois incarner tellement de choses, c'est-à-dire bien sûr tu écris des livres, donc être écrivaine pour beaucoup c'est un métier qui est un métier prestigieux et qui n'est pas accessible forcément, mais aussi l'incarnation par le sport, puisque tu fais un sport qui est dit, qu'on imagine être un sport d'homme, c'est-à-dire la boxe, c'est quelque chose qu'on imagine, être violent, taper, et c'est donc des attributs dévolus au genre masculin, on va dire. Et toi, tu montres que non, en fait, déjà c'est pas forcément violent, c'est pas forcément quelque chose de masculin. Ça peut être une femme et tu peux incarner plein de choses dans les yeux de ces enfants. Il y a ça, mais déjà, en fait, moi, j'aimerais insister sur le fait juste effectivement que, un individu, étranger à l'institution, scolaire se déplace jusqu'à eux. Déjà, rien que ça, c'est juste énorme. Puis oui, après, effectivement, c'est vrai que mon profil est tellement atypique et tellement large qu'effectivement, ça les surprend, mais ce qu'il est, sincèrement, c'est, à un moment donné, ils oublient très très vite, justement, en fait, ce que t'as pu réaliser, c'est vraiment le fait elle est là, elle se met à un autre niveau, et on échange. Et on peut échanger effectivement de tout, quoi. Et il y a aussi une phrase qui revient vraiment plusieurs fois, c'est « être un enfant ne protège pas ». Donc ça, c'est clairement un trait du racisme, le fait que on considère les enfants comme des adultes, et puis les adultes comme des enfants, comme ça. Mais clairement, en fait. Mais clairement, en fait, et c'est ça qui est dramatique, qui est tragique. C'est-à-dire que, toute notre existence, finalement, est commandée par ce racisme qui insidieux, en fait, qui n'est pas frontal. Moi, c'est pour ça qu'à un moment donné, je dis, moi, le racisme, entre guillemets, qui m'est dit de manière très, très frontale. Je m'en fous, j'en fais mon affaire. Mais tout ce racisme qui détruit les corps de manière insidieuse, c'est juste insupportable. Et ça commence dès l'enfance. Et ça, ouais, c'est insupportable parce qu'en fait, tout ce que l'on fait là, que ce soit vous, que ce soit d'autres autrices, au fait, on le fait aussi justement pour cette jeunesse et pour nos enfants. On va écouter un petit son. Ouais, d'un rappeur auquel tu rends hommage dans ton livre. Ouais, j'adore. Tenir debout de Rosset, qui parle justement de cet effacement, de cette réinterprétation de l'histoire au désavantage des personnes issues de ces immigrations postcoloniales, qui œuvre beaucoup justement pour cette mémoire. Ouais, franchement, moi, ça a été une formidable découverte que cet artiste, poète, on peut, ouais, donc c'est pour ça, en fait, j'encourage, tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, à être sur le terrain, à aller justement, sur les terrains de lutte, parce que concrètement, moi, c'est comme ça, en fait, que je l'ai découvert, Rosset. C'est, à un moment donné, je vais à une discussion, et puis il est là, il intervient, et
Et je m'intéresse à ce qu'il a produit. Et je me dis, ah ouais, ok, j'aurais adoré entendre ça... il y a longtemps, quoi. Ça m'aurait évité plein d'écueils, plein d'obstacles, etc. Parce que ce sont des paroles qui sont nécessaires. Avant de reprendre des paroles nécessaires, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Alors Aya, on parle de ton histoire et ton histoire, c'est aussi celle de la violence raciste. Le 27 novembre 1986 survient le drame de ta vie. Tu as 8 ans, ton père et ta sœur trouvent la mort dans un incendie criminel. Puis c'est ton frère qui décède 11 mois plus tard d'une méningite mal diagnostiquée. Comment tu comprends les liens entre ces drames horribles et le racisme ? Alors c'est avec le recul, bien évidemment. Donc je comprends effectivement que ce sont des violences. Donc il y a le drame en lui-même, c'est-à-dire que des individus qui mettent le feu, mais ça effectivement c'est je mets de côté. Mais moi c'est justement la confrontation avec l'institution. Je le répète, au fait, ce qui a été hyper violent aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une famille qui peut pas faire son deuil parce qu'elle rentre effectivement dans une lutte pour obtenir justice, pour obtenir le statut de victime. Et que c'est quasiment 10 ans en fait où on flingue la vie d'une famille. Voilà, ce sont des décisions de justice qui sont prises mais qui se contredisent, qui ne se ressemblent pas. C'est des expertises qui font payer alors que l'argent manque déjà et qu'il faut emprunter à la banque. Ce sont des documents en fait qu'il faut traduire à ma mère et donc je lis des choses au fait que je ne devrais jamais avoir à lire pour une enfant. Et pour ce qui est aussi de l'institution, hospitalière, c'est aussi se dire que cette femme, en fait, se rend à l'hôpital et qu'on lui dit de rentrer avec juste une boîte d'aspirine. Et en fait, et ça, justement, c'est insupportable. Alors moi, certains m'ont dit oui, mais bon, peut-être c'est parce qu'elle parlait pas français. Mais j'ai rigolé, au fait. C'est nerveux, ouais. Ouais, voilà, c'est nerveux dans le sens où je me dis, mais... Et puis, tous les gens, effectivement, qui perdent connaissance, qui sont dans le coma, ils font comment ? Ils sont dans le coma, on les soigne pas. Je sais pas, mais tu vois... Ouais, c'est pas une bonne... C'est pas, en fait, c'est un argument qui est recevable, en fait. La réalité aussi, c'est que concrètement, parce que c'est une femme, effectivement, qui parlait pas le français, les gens ont pensé, effectivement, qu'elle allait renoncer. Et ils ne s'attendaient absolument pas, en fait, à faire face, justement, à à m'assirer d'un cirage, parce que c'est comme ça que s'appelait ma mère, qui lâcherait pas. Et donc, mais qu'est-ce qu'il en faut, effectivement, de force, de détermination, d'énergie pour obtenir justice en France? Et tu as dit, parce que l'incendie est criminel, c'est avéré, et tu nous as dit tout à l'heure que l'immeuble était en majorité habité par des personnes noires. Est-ce que tu penses que c'était un incendie qui était raciste ou En fait, ça a été un incendie qui a été revendiqué par un groupuscule d'extrême droite. Et il faut savoir aussi que, dans la même période, il y a plusieurs immeubles occupés très, très majoritairement par des familles d'immigrés qui ont été incendiés. Donc, au fait, notre cas n'est même pas un cas particulier, dans le 20e arrondissement. D'ailleurs, il y a eu des grandes manifestations qui ont suivi, justement, ces drames. Mais bon, ça n'a jamais été coupable. Il n'y a jamais eu surtout même de réponse politique parce que c'est de prise en charge des victimes. C'est ce que demandait ta mère quand elle a fait ce procès qu'elle a mené seule, avec toi, avec les enfants. Moi, oui. Après, effectivement, là aussi, c'est pour ça que moi je fais toujours une différence entre l'institution et les individus. Et puis aussi avec des individus qui sont dit. On ne peut pas accepter l'injustice, donc ils l'ont aussi soutenu dans ces démarches. Mais en tout cas, on se résigne plus facilement, effectivement, au drame quand il s'agit d'individus racisés et pauvres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner et de toute façon qui commande même en fait les rapports de force et les grilles de lecture qu'on peut même avoir actuellement dans d'autres contextes, c'est-à-dire finalement ils étaient pauvres et ils étaient racisés, donc. On accepte plus facilement l'injustice. On accepte plus facilement l'injustice quand ça les concerne. Alors que c'est toujours inacceptable pour n'importe qui. Mais c'est pour ça qu'il y a cette autre phrase qui revient continuellement dans mon livre, pour que tous les hommes restent des hommes. Et ça, pour le coup, c'est... Elle fera ses choix, ma fille, elle ne m'appartient pas. Et puis de toute façon, on met pas au monde un enfant justement pour qu'il soit à notre image. Par contre, il faut que tous les hommes restent des hommes et gardent cette phrase en tête pour faire aussi les meilleurs choix pour le collectif, au fait.
Donc je mets au défi quiconque de lire le livre de Aya Sissoko et de ne pas pleurer. Parce que tu racontes des choses très très vraies, très très dures, pas parce que la vie est dure, en fait, juste tu parles d'une vie, et donc tu parles aussi de cette méfiance qu'on intériorise à l'égard des personnes blanches qui représentent l'autorité et l'arbitraire. Donc je te cite quand tu dis ça. Il y a plusieurs anecdotes, enfin plusieurs histoires. Tu racontes l'expérience de ta mère face à l'administration, et plus particulièrement à un contrôleur dans les transports, et le fait que on lui passe rien en fait à ta mère, quoi. Ça, faut qu'elle soit toujours en règle. Ça, est-ce que tu peux nous rapporter ça? Mais pas que ma mère, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'on nous passe rien tout court. C'est-à-dire que même moi, encore aujourd'hui, enfin peu importe, faites le parcours qui est le mien. En fait, c'est qu'on nous passe rien, Enfin, moi encore maintenant, je me rends compte que j'ai véritablement intériorisé le fait de faire attention tout le temps à ce que je peux dire, etc. Parce que j'ai toujours été sur le qui-vive. Mais c'est aussi ce qui m'a permis effectivement de me sortir de tous les pièges qui m'étaient tendus tout au long de ma vie. Enfin, c'est-à-dire que la candeur, en fait, c'est pas fait pour nous. Non, moi, sur le truc du transport, moi, je suis complètement. J'ai vraiment vécu ça aussi, c'est-à-dire que j'ai des potes, j'ai une copine. Qui me raconte souvent qu'elle fraude tout le temps le métro, en fait. Elle est blanche, donc elle fraude tout le temps le métro, et ça, tu vois, pour elle, c'est presque normal. Payer le métro, c'est presque un truc. Mais moi, en fait, quand elle me dit ça, à chaque fois, je me dis, mais moi, je peux pas faire ça, en fait, parce que l'autre fois, j'avais pas ma. Moi, j'ai 3 enfants, donc j'ai une carte famille nombreuse. Et des fois, elle expire, ma carte famille nombreuse. Donc, il faut que je la refasse. Et donc, elle avait expiré, je pense, 2-3 mois. Et c'est vrai que j'avais pas... C'est de ma faute, tu vois. Mais j'explique au gars, je lui dis, je suis avec mes enfants, en fait, et ils n'ont pas 18 ans. Donc, en fait, ma carte, elle est encore valable. Il faut juste que je m'en occupe. Et le mec m'a dit, non, madame. Mais... tu vois, il applique la loi, les règles, le règlement, il l'applique. Donc, mais je lui explique. Et regardez, mes enfants, ils sont 3, ils sont là. Ils m'appellent maman. C'est incroyable. Ils étaient présents. Non, ça qui est fou, en fait, j'avais la carte périmée. Elle était périmée de 3 mois. Et je lui dis voilà, faites-moi. En 3 mois, ils sont pas devenus majeurs. Non, mais voilà, ils sont là. Vous voyez. Et le gars, il m'a dit non. Je suis désolée, c'est comme ça. Et je me suis dit, je pensais à ma pote qui, elle resquille et elle dit au gars non, mais je suis désolée, le train arrivait et j'ai dû courir. Il me dit ouais, allez-y, madame. Et je lui dis, moi, je suis là, j'ai toutes mes preuves. Et même ça, il n'a pas le cœur qui se ramollit un peu en disant, non, c'est pas grave, allez-y. C'est vrai que des fois, on est un peu occupé dans la vie, on a oublié de faire ce truc-là. Et je que ça avait payé tes tickets, quoi, alors que ta pote, elle ne les paye même pas, quoi. Ouais. Tu vois. Non, mais tu vois, c'est... Voilà. C'est pour ça que, c'est de dire, en fait, le statu quo, en fait, à tous ceux qui nous disent, oui, mais les choses changent, il faut être patient, etc. Au fait, non, moi, personnellement, j'ai plus de patience, en fait. C'est que je suis fatiguée, en fait. C'est que les gens ne se rendent pas compte, en fait, à quel point ça nous coûte en santé mentale, fait d'être continuellement sur le qui-vive. Ouais, en fait, on en a marre, en fait. Moi, personnellement, je suis fatiguée et j'en ai marre. Il n'y a pas de répit. En fait, il n'y a pas de répit. Il n'y a pas de répit et ça, c'est insupportable. Et tu parles aussi d'une... Enfin, je vais te citer, parce que je trouve ça tellement beau ce que tu as écrit. Tu dis, j'ai haï la cité, mais pas ses habitants. Et donc, tu parles du fléau des drogues et des maladies dans certains quartiers. Et donc, tu parles de ce qu'a fait la drogue et le sida à toute une génération de là où tu vivais dans les années 80. Et c'était vraiment, on voit, tu dis que l'absence d'espoir, en fait, ça a des conséquences sur les hommes. Alors sur les corps. Et sur les corps, et que les personnes, elles dégradent l'absence d'espoir les porte à dégrader, en fait, le lieu où ces personnes vivent. Et puis après, elles s'attaquent à elles-mêmes, en fait, quoi. Et c'est vraiment très, très poignant quand tu dis ça. En fait, c'est aussi une prise de conscience, parce que pour le coup, elle est aussi là, en fait, l'évolution. C'est-à-dire que moi, à l'époque, je crois que même j'ai haï la cité, mais sans faire la distinction, effectivement, sur sans creuser le pourquoi. Et là, oui, effectivement, c'est pas la cité, en fait, que j'ai détesté. D'autant plus qu'il y avait, j'ai jamais connu autant de liens de solidarité que dans la cité. Et c'était aussi une façon aussi de rendre hommage justement à tous ces jeunes, toute cette génération effectivement qu'on a sacrifiée. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez effectivement de ce que la misère, de ce que la relégation a fait à ses grands frères et ses grandes sœurs. On n'en parle pas assez.
Et oui, et la manière dont ça a aussi détruit les familles. Parce que, enfin, un enfant qui meurt, un enfant qui se détruit, c'est aussi une famille qui est détruite. Et ouais, et puis nous, ouais, enfin nous, on a été témoins de ça. En fait, on était là, on les observait et enfin, on en avait même peur. En fait, et c'est ouais, faut rendre hommage justement à tous ces jeunes sacrifiés justement par l'institution, par la société. Tu témoignes aussi d'une violence que tu as subie, une violence physique que tu as subie de la part d'un professeur, enfin d'un instituteur, en raison parce que tu n'avais pas le matériel scolaire parce qu'on était pauvres. Ouais. Tout simplement parce qu'on était pauvres. Et c'est vrai que les gens pensent effectivement que la cicatrice que j'ai sur au niveau du sourcil est due à la boxe. J'ai été boxeuse, donc ouais, le réflexe. Mais alors pas du tout, en fait. C'est vraiment, en fait, j'ai cet instituteur qui me convoque à l'heure de la récréation et qui va me réclamer une fois de plus ce classeur bleu parce qu'il fallait absolument un classeur bleu. Et je lui dis, mais j'ai pas, au fait. J'ai 7 ans, j'ai pas. Et c'est vrai que le réflexe, effectivement, c'est de me donner une tape derrière la tête et celle-ci va cogner sur le rebord de la table. Mais ça, c'est dans les années 80, on parle pas des Là, on parle 50, effectivement des ouais. années 85-86, au fait. Et c'est vraiment là, en fait, où que je vais apprendre que je suis pauvre. En fait, je vais apprendre que je suis pauvre dans le sens où je sors de l'école et donc mon père, enfin, me voit avec un pansement, enfin, il me dit mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et c'est vrai que le réflexe de mon père, c'est pas d'aller se plaindre auprès de l'instituteur, c'est de s'excuser auprès de moi. Et là, je me rends compte effectivement qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est-à-dire que mon père, et pourtant mon père, c'était un homme, enfin, qui faisait au moins entre 1m85 et 1m90, et même cet homme-là, en fait, va baisser les yeux auprès de moi. Parce qu'au fait, c'est lui aussi qu'on humiliait à travers moi. C'était une manière de lui dire, mais enfin, vous êtes incapable de nourrir votre famille. Alors que cet homme se levait, enfin, tous les matins pour aller travailler sur les chantiers, sur les chantiers de construction, parce qu'il était ouvrier en bâtiment. Et c'est vraiment quelque chose. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai cette phrase où je critique justement. Fait, tous ces quelques-uns, effectivement, qui ne connaissent rien à la dignité, en réalité. Fait, qui osent nous juger, nous, qui sommes en train de trimer quotidiennement pour pouvoir élever nos enfants dignement. Enfin, par l'insulte, par l'invective, par la stigmatisation. Mais qu'est-ce que vous en connaissez, vous, à la dignité ? Est-ce que vous avez, enfin, comme ma mère qui était femme de ménage et qui tous les mois, en fait, comptait, au centime près pour pouvoir payer son loyer, nous nourrir, etc. Fait, vous en connaissez quoi, vous, à la dignité ? Vous y connaissez rien du tout. Donc, franchement, taisez-vous, fermez vos gueules. Enfin, je suis vulgaire, mais fermez vos gueules, clairement. Et la vulgarité, c'est aussi le langage de la colère, et c'est une colère qui s'est exprimée très tôt chez toi. Ouais. Est-ce que c'est lié à la manière dont la boxe est entrée dans ta vie ? Ouais, la colère, déjà, c'était vraiment l'injustice. Et c'est vrai que la boxe, au fait, ça a été le premier outil, au fait, qui m'a permis, justement, de canaliser cette colère, parce que c'était moi, je me faisais du mal. Je faisais du mal aux autres. Et donc, à un moment donné, oui, j'ai eu la chance, effectivement, de tomber sur ce sport. Mais il y a eu la boxe, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup la lecture. C'est-à-dire que je suis une enfant qui a toujours lu très, très, très tôt. Ça, c'est vraiment essentiel. D'ailleurs, le titre du livre, Au nom de tous les tiens, est inspiré effectivement d'une de mes lectures d'adolescence qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Donc, c'est le livre de Martin Gray, Au nom de tous les miens. Et la boxe a été un formidable exutoire. Mais là, il est aussi important aussi de souligner que ce n'est pas parce qu'on est issu d'un quartier populaire qu'il n'y a que le sport, effectivement, pour nous. Il y a les arts, il y a la scène, il y a l'écriture. En fait, c'est véritablement ouvrir le choix des possibles pour tous nos gamins. À un moment, surtout lors de la promo de ton premier livre, Dambé, tu as refusé de jouer ces élèves exemplaire de la République, qu'on montre comme exemplaire, de ton parcours personnel et sportif. Tu as senti qu'on exigeait de toi que tu fasses allégeance à la République, que tu incarnes cet exemple que la République est un ascenseur social formidable, nous sortait de là où était nécessaire pour notre
épanouissement et était vraiment fonctionnait bien. Donc, comment t'as ressenti cette injonction et comment t'as réagi? Au fait, cette injonction, en fait, elle s'est répétée à plusieurs reprises et à un moment donné, c'est aussi pour ça, en fait, à un moment que j'ai décidé de tout couper. De tout couper. C'est-à-dire de plus paraître dans les médias, c'est ça? Ouais. Et même encore maintenant, enfin, je t'avoue que je me méfie, ouais, comme le lait sur le feu, des médias, parce que c'est vrai que mon parcours, en fait, avait ça, effectivement, sportive, passé par les bancs de Sciences Po, donc en termes de entre guillemets de figure qui représenterait justement en fait le mérite républicain, etc. En fait, c'était juste quelque chose de parfait. En fait, moi je vois, il y a des personnes haut placées qui sont venues jusqu'en bas de chez moi pour me dire que ce serait intéressant effectivement que je non parce que justement c'est en fait, à un moment donné, j'ai compris effectivement que si je prenais pas du recul, en fait, je risquais de me perdre moi-même. Et puis, moi, c'est vrai que je me souviens toujours de cette anecdote, au fait, de ce journaliste qui est devenu un chroniqueur, très célèbre, où on était sur une émission justement pour parler de mérite républicain et et donc moi, en fait, à l'époque, je sais pas, on devait être en 2013, un truc comme ça, je lui parlais, non, en fait, le mérite, l'ascenseur social ne fonctionne pas, il suffit juste de se baser sur les études PISA pour se rendre compte que la France est l'un des pays les plus inégalitaires, où la reproduction sociale, joue son plein, etc. Et à la fin de l'interview, en fait, il était venu me voir en me disant, non, mais en fait, faut pas que vous disiez ça, sinon vous risquez de vous griller. Mais un mec hyper connu, c'est-à-dire que moi, je le vois à la télé, je suis mort de rire, en fait. Et je veux dire, l'opportunisme, en fait, de certains, en fait, parce que c'est aussi ça, en fait, que je dénonce aussi, c'est-à-dire que il y a des gens, en fait, il n'y a pas de conviction, c'est véritable, les gens jouent leur carrière. Et peu importe, effectivement, que, leur posture ait des conséquences sur le quotidien de millions d'individus. C'est-à-dire, en fait, certaines personnes sont encouragées à développer publiquement un certain discours pour faire carrière. Bien évidemment, mais après, à un moment donné, Rokhaya, grâce, faut pas se mentir, je veux dire, c'est risqué actuellement de prendre la parole sur ces sujets-là. Je pense que tu es bien placé pour en parler. On a une petite idée. Et donc il faut le dire effectivement que, en fait, c'est risqué effectivement de s'exprimer sur des questions, de la race, des discriminations, de dire effectivement que la France est un pays inégalitaire, etc. C'est assez risqué parce que effectivement, vous risquez effectivement de vous prendre plein de taquets, d'être pointé du doigt, d'être stigmatisé, de dire effectivement que vous n'aimez pas la France on l'aime ou on la quitte. C'est terrible. C'est terrible, ce musellement de la parole. Et pour en revenir à ton livre, le passé des aïeux de ta fille, c'est aussi celui de l'antisémitisme européen et du racisme d'État français avec les déportations. Qu'est-ce que tu as tenu à lui transmettre sur ce sujet particulier ? Déjà, lui dire... moi, c'est vrai qu'il y avait... déjà, être français ne protège pas, en fait. Pour moi, c'est juste essentiel de le répéter. C'est-à-dire que être français ne protège pas de l'arbitraire, ne protège pas de l'arbitraire raciste. D'ailleurs, en fait, c'est-à-dire que, du côté paternel, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, sur une famille de 6, il y en a 5 qui sont déportés. Et pourtant, en fait, ils étaient naturalisés français ou français. De la même manière que être un enfant ne protège pas. Et que, quand la machine se met en branle, en l'occurrence le fascisme, au fait, si t'as pas la bonne couleur de peau, tant pis, quoi. Et c'est vrai que ça fait écho aussi à ce qu'on vit actuellement, comme je dis, les mécanismes qui ont permis la déportation des Juifs, au fait, sont repris actuellement. Les éléments de langage sont aussi les mêmes. La stigmatisation, le bannissement de la société, au fait, justement des Juifs, ce sont exactement, en fait, les mêmes mécanismes qui se produisent maintenant. Alors après, bien évidemment, moi, je suis auteur. Je ne suis pas là. Mon but, au fait, c'est de dire
faisons très attention, on est en train de jouer avec le feu, là, au fait. C'est que vous vous rendez pas compte. C'est intéressez-vous, faites à l'histoire, intéressez-vous à notre histoire, l'histoire de France. Je ne vous demande pas de vous intéresser à l'histoire qui se passe ailleurs. C'est l'histoire de France. L'histoire de France, effectivement, la France a été un pays fasciste. Quand on parle, effectivement, de Laval, Laval, c'est un homme de gauche, à la base. Et c'est devenu, en fait, finalement, et donc, par opportunisme politique, en fait, il est devenu un des artisans de la déportation. De la déportation, donc, et tout ça, en fait, c'est important, en fait, finalement, de le souligner. C'est-à-dire que l'histoire, en fait, l'histoire est importante. La connaissance de l'histoire est essentielle parce qu'elle nous apprend, elle nous annonce, en fait, ce qui va se passer demain. Et ce qui est frappant, en fait, dans ce que tu dis par rapport à la répétition de l'histoire, même si, évidemment, les modalités sont différentes et que, aujourd'hui, il n'est pas question de chambre à gaz ou de déportation à l'étranger. Alors, tu vois, même ça, Rokhaya, je me permets de faire une... En fait, on parle de rémigration, mais la rémigration, mais qu'est-ce que c'est ? Oui, de quelle manière ? Mais bien sûr, ce que je veux dire, c'est que les modalités, de toutes les façons, même si les logiques sont différentes, les modalités sont toujours spécifiques à chaque situation. Je suis d'accord. Mais ce qui me frappe le plus, c'est plutôt l'indifférence, en fait. C'est que ce qui caractérise les deux époques, c'est l'indifférence. C'est-à-dire qu'on peut promulguer des lois sur le séparatisme qui, clairement, sont des atteintes aux libertés publiques, qui sont dénoncées par la Ligue des droits humains, la loi sécurité globale, pareil, qui attaque les droits humains et les libertés publiques, dans une forme d'indifférence, parce que les gens se disent, de toutes les façons, au pire, ça concerne les musulmans. Exactement. Et au mieux, c'est pas si grave, quoi. Exactement. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a frappé, c'est-à-dire que, quand j'ai fait mes recherches, j'ai halluciné moi-même. Je vous l'avoue. Mais faut juste se rendre compte qu'entre 1940 et 1944, il y a 3 à 5 millions d'individus qui ont envoyé des lettres de dénonciation. C'est-à-dire qui ont dénoncé leurs voisins, etc. Je veux dire, 3 à 5 millions de lettres de dénonciation. Oui, c'est pas de la différence, ça veut dire c'est de l'activisme. Ah ouais, non, mais c'est de l'activisme, mais en même temps, c'est aussi quelque chose qu'on a vu avec la crise du Covid, où des gens ont dénoncé leurs voisins parce que... Ils faisaient des fêtes chez eux. Voilà, exactement. Ouais, c'est-à-dire que... Ils voulaient plus que les infirmières prennent l'ascenseur collectif parce qu'elles étaient... Quand il faut voter pour que les infirmières aient plus de sous. Il n'y a personne. Non, mais voilà, c'est pour ça que je dis que, en fait, l'homme a la mémoire courte. En fait, l'homme est totalement ignorant de son histoire, et justement, des mécanismes en fait, qui ont conduit au pire. Et c'est essentiel de répéter encore et encore et encore en fait, ce que tout le monde devrait savoir. Et tu fais bien œuvre de vigilance avec ton travail, qu'on invite chacune à lire. À lire. Ouais. Malheureusement, on avait d'autres questions, on peut pas les traiter. Mais c'est la fin de ce numéro de Kif Taras où on a eu le plaisir de recevoir Aya Sissoko, autrice de Au nom de tous les tiens, qui est publiée tout récemment aux éditions du Seuil. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener. Si vous avez des commentaires, des questions, si vous êtes d'accord avec ce que vous avez entendu ou pas, n'hésitez pas. Écrivez-nous à kiftaras@binge.audio. Contactez-nous sur les réseaux sociaux en suivant @kiftaras sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram ou avec le hashtag Kiftaras. Kiftaras est un podcast produit par Binge Audio. La prise de son est aujourd'hui assurée par Elisa Grenet. La réalisation est signée Thomas Chalvidal. Merci à Naomi Titi pour la production et l'édition. Merci à Jeanne Longhini et à Lise Niederkorn pour la communication et la présence de notre podcast sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Grace. Merci Rokhaya. Merci Aya. Merci Aya. Merci à vous deux.